Ah, le président. Je te passe mon micro du coup parce que je... Ah si, le micro est là, voilà. Donc, Denis Leguet. Merci Valérie, merci à Magali et à Philippe pour cette enthousiasmante prestation. Mais je vais aller un peu à rebours. On sait qu'il faut toujours essayer de penser un peu contre soi pour rester dans une certaine ligne éthique de notre discours. Le propre de l'horizon, c'est de s'éloigner au fur et à mesure qu'on avance. Et j'ai l'impression, à entendre le rapport de Magali, que ce qu'elle nous a décrit aujourd'hui n'est plus ce qu'elle aurait pu décrire il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est un peu comme le sujet de la condition féminine. Il y a toujours, néanmoins, enfin j'y crois, des avancées, des progrès, de la civilisation, pour faire un clin d'œil à nos discours politiques, qui s'élaborent, qui se construisent. Et on voit quand même que, me semble-t-il, dans la présentation qu'elle nous a faite, en creux, tout ce qui a quand même avancé. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, en contrepoint, parce que finalement, quand on a des entretiens, et qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher ce qui ne va pas, ce qui est naturel, et c'est justement ce qu'on veut éradiquer, c'est ce qu'on veut faire avancer. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas victime d'un prisme qui consiste à ne pas voir, qui consiste à occulter, qui consiste à mettre notre tâche aveugle exactement en face de ce que on pourrait éventuellement relever comme étant des progrès, tout simplement. Et moi, j'aurais bien aimé qu'en contrepoint de tout ce que tu nous as décrit, qui est vrai et avec lequel on est d'accord à 100%, sans aucune restriction, qu'il y ait quelque chose qui fasse un petit pas de côté pour identifier, affiner, continuer, approfondir ce qui manque, ce qu'on voudrait qu'il bouge, ce qu'on voudrait qu'il évolue dans le bon sens. Voilà. Et je me demande si la forme, on va dire, prévalente des entretiens ne vient pas favoriser ce prisme d'aller chercher quelque chose qui ne va pas versus quelque chose qui aurait pu être aussi énoncé, qui aurait été le chemin déjà parcouru. Voilà. Il fonctionne. Vous m'entendez? Oui. C'est vrai qu'on a interrogé les personnes sur les services qui aujourd'hui n'étaient pas satisfaits, enfin justement les services à rendre pour améliorer leur qualité de vie et leur parcours de vie et de soins. Et alors c'est vrai qu'on a eu quand même, là c'est peut-être plus la façon dont on l'a présenté que le contenu du rapport, parce que dans le rapport il y a énormément de dispositifs, en effet de réponse à toutes ces choses-là. Après ce qui a été beaucoup dit, c'est que finalement il existe des choses, mais pas partout. Et si on n'habite pas à Lyon, à Paris, à Marseille, on n'a pas accès à beaucoup de dispositifs. Et c'est surtout ça qui a été intéressant, c'est qu'il y a des choses qui devraient être automatiques. La psychoéducation, ça devrait être proposé dans tous les services. La présence de père aidant, ça devrait être dans tous les services. L'accès à l'information sur l'entraide qui peut être proposée, elle devrait exister partout. C'est surtout ça, c'est plus qu'il y a tout, presque tout existe, c'est le côté comment on met tout ça ensemble et on le diffuse sur l'ensemble du territoire, c'est ça qui manque. C'était surtout ça, enfin, à mon avis. Mais j'aurais pu préférer une présentation plus optimiste. On nous a remonté énormément, en effet, d'exemples de dispositifs qui existent là, et qui ont à un moment changé le parcours des personnes. Mais pas, voilà, c'est leur disponibilité sur l'ensemble du territoire qui nous a été surtout dénoncée.
Je pense qu'on ne peut pas nier l'inéquité territoriale et on ne peut pas nier que sur un même territoire, on peut avoir quelquefois, dans les infra-territoires, un service accessible et un autre qui ne l'est pas. Ça a permis de mettre en lumière aussi de profondes inégalités au niveau du territoire. Et ces inégalités d'accès aux services et aux outils, malheureusement, en ce moment, ça augmente en fait. Hein. Mais on a bon espoir que les choses s'inversent, hein, bien évidemment. Nicolas Franck. Oui, merci. Non, mais je pense qu'effectivement, moi je ne l'ai pas vécu comme négative et pessimiste, ta présentation, je voulais simplement dire ça. J'ai quand même l'impression que quand je vois ce qui se passe maintenant, ce que j'ai entendu depuis ce matin et la situation qu'on avait il y a 20 ans, c'est pas la même. Hein. J'ai plutôt envie de dire bravo, merci à tous et continuons. Après, effectivement, les inégalités territoriales persistent. Effectivement, les gens ont plus tendance à se plaindre et à montrer ce qui ne va pas. Ça n'est pas dû qu'à un problème de répartition sur le territoire, c'est aussi dû à un problème d'attractivité, c'est circonstanciel et ça n'a pas à voir avec la bonne volonté et le souhait effectivement de généraliser ça. Si on veut parler par exemple des soins de réhabilitation psychosociale dont tu dis, comme la psychoéducation et l'éducation thérapeutique, qu'elle est nécessaire pour tous, évidemment on partage tous cet avis. On sait au moins qu'après l'instruction des GOS que tu as citée du 16 janvier 2019, il y a 90 structures de recours de réhabilitation psychosociale, puisque je les ai fait compter la semaine dernière par la chef de projet Anne-Cécile Cornibert, 90 structures avec dedans entre 10, 20 et parfois 30 professionnels de santé mentale. Alors c'est bien, ça c'est le verre à moitié plein, et puis le verre à moitié vide, c'est qu'on peut couvrir 5% du besoin de la population, et que la seule solution, c'est de se servir de ça pour reformater, reconstruire le secteur de psychiatrie générale. Effectivement, on a les dispositifs, on a les effectifs pour faire ce qu'il faut en France, mais il faut que le modèle se diffuse sur tout le secteur de psychiatrie générale. C'est en train de se faire. Moi, je rencontre des secteurs toutes les semaines de différentes villes de France, métropole, outre-mer, qui s'engagent là-dedans. Moi, je crois qu'on est dans le bon chemin, mais effectivement, il y a encore quelques années de parcours. Et dans une période qui est difficile, de pénurie, comme on l'a dit, de fermeture de divers dispositifs, parce qu'on n'a pas les infirmiers, pas les médecins nécessaires, c'est plus difficile. Mais quand on se dit tout ça positivement, on a tendance à favoriser l'attractivité. Si on n'arrête pas de se lamenter en disant la psychiatrie est en crise, on le lit dans les journaux régulièrement, on coule notre discipline, donc arrêtons de faire ça collectivement. Je dis, regardons ce qui va bien, regardons tout ce qu'on a fait, tout le chemin parcouru, c'est formidable. Voilà, je voulais juste dire quelques paroles un petit peu positives. Merci. Donc ça, je pense qu'effectivement, votre présence à tous depuis ce matin et tout ce qu'on a entendu depuis ce matin va dans le sens d'une amélioration globale. Et en tout cas, il y a des lignes qui sont tracées. J'ai lu aussi ça dans la présentation de Magali Coldeffi aujourd'hui. C'est quand même une feuille de route aussi qui nous est proposée. Est-ce que dans la salle, il y aurait d'autres questions ? Oui, moi je voulais rajouter aussi de l'optimisme en disant que j'ai trouvé très pragmatique, très clair les propositions des personnes interrogées, et ça je trouve que c'est un changement de discours. Et il y a aussi la notion que vous avez développée de soins et services. Moi c'est quelque chose qui m'est très cher, justement qui permet de sortir des institutions, du tout soin et tout ça. Il manquerait peut-être une petite chose sur les articulations. Je pense que personne n'a parlé de... je crois qu'il y a quelque chose là il existe des méthodologies, il y a des choses, mais il y a peut-être un petit truc à mettre en plus. Mais moi, je trouve bravo, et c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir. Alors, sur les articulations, un sujet qui est cher aussi à Denis Leguet, hein, l'articulation sanitaire, médico-sociale et sociale, parce que ce que nous a dit quand même Charles Gardou tout à l'heure, c'est que l'enjeu, c'est quand même aussi un changement culturel profond pour regarder autrement le visage des uns, des autres, les capacités, et puis entendre les souhaits, les volontés, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces questions-là ? Est-ce que ça vous fait réagir ? Après, nous, c'est justement une partie où ça a fait défaut dans ce qui est remonté dans nos entretiens, sur des réponses justement en termes de coordination, articulation, à part en effet le développement de case managers, ce genre de choses qui peuvent faire le lien entre les différents secteurs. Mais ça faisait partie justement dans le cadre dont on s'est inspiré de l'OMS pour des services intégrés, centrés sur les personnes. Il y avait une partie coordination, articulation, mais sur lesquelles finalement on n'a pas réussi, en tout cas par les entretiens qu'on a menés, à avoir suffisamment de réponses claires, enfin de services qui répondraient aux besoins d'articulation selon les différents territoires. Et en effet, on a l'impression que selon chaque territoire, selon la présence des différents acteurs sur un territoire, leur interconnaissance, leur histoire, il y a des modèles de coordination ou d'articulation qui peuvent différer, et on n'a pas réussi à proposer, à identifier des dispositifs
polyvalent, on va dire, qui répondrait à l'ensemble des besoins. Voilà, il y a plusieurs choses qui existent, mais je reconnais que c'est une partie qui fait défaut dans le rapport. J'apporterai pas la réponse, hein, c'est pas le... je pense qu'on l'évoquait avec Elisabeth Giraud-Barrot à la pause tout à l'heure. Un des constats, et peut-être qu'on y reviendra demain matin quand on parlera du PTSM du Rhône, c'est qu'effectivement, et c'est peut-être d'ailleurs le moyen aussi de porter un message d'espoir, à moins, diront certains, qu'on nous ait refilé la patate chaude, dans un pays hyper centralisé, verticalisé, et où les politiques publiques, quand bien même elles existent, ne produisent plus grand-chose de concret sur le terrain, avec ce paradoxe d'une forme d'hyper-contrôle, mais d'une totale liberté dans nos établissements, et notamment en psychiatrie et en santé mentale. Je n'ai toujours pas compris comment Michel Lafourcade n'est pas là. Finalement, on a un contre-exemple, c'est celui des PTSM, puisque c'est un des rares exemples de politique publique où la main, en quelque sorte, était donnée aux acteurs de terrain. Je déteste le terme d'acteur de terrain, parce que je trouve que c'est un terme quasiment condescendant dans la bouche de ceux qui l'utilisent. Je pense que nous sommes tous ici présents des acteurs de politique publique. On voit bien que, on ne va pas repartir là-dessus, on en est tous conscients, ceci correspond, ça a été évoqué dans une des interventions de la matinée, à des besoins d'horizontalité. On a besoin de prendre notre avenir en main. Là aussi, c'est un message qui est porteur d'espoir. Et en fait, quelle qu'ait été leur qualité, moi je témoigne de ce que j'ai connu, je pense qu'effectivement, un PTSM, ça peut être un moment fondateur. La problématique, il peut être d'une extrême richesse. La problématique, effectivement, et c'est pour ça que personne ici, semble-t-il, n'a la réponse à la question, c'est quand on passe, et Céline Descamps en parlerait aussi très bien, je pense qu'elle évoquera demain, à la phase de mise en œuvre, on retrouve des acteurs en tuyau d'orgue, on retrouve des institutions les unes par rapport aux autres, et on revient sur la question, comment est-ce qu'on fait pour avoir un modèle moins complexe? Alors, il faut lever le tabou, il n'y a aucun pays où il y a un seul acteur. Donc il n'y a pas de martingale. En revanche, un pays où il y a autant d'acteurs, avec autant de chevauchements de champs et autant de complexité, il n'y en a sans doute pas beaucoup. Et puis l'autre constat qu'on fait, qui met d'ailleurs les ARS elles-mêmes en difficulté, soit qu'elles le subissent, soit que parfois elles le souhaitent, c'est qu'à l'issue du PTSM, quand on passe dans la phase de mise en œuvre, revient le as usual, en quelque sorte, et où beaucoup pensaient que, et c'est le cas quand même dans un grand nombre de cas, on revient au monde d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas capables de créer l'horizontalité qui devrait être celle de l'action des acteurs entre eux, et en liaison d'ailleurs avec de multiples administrations de l'État ou autres collectivités publiques. Et moi, l'échange avec Elisabeth Giraud-Barrot à midi, c'était de me dire que finalement, on n'a toujours pas trouvé la solution entre le rapport Couty de 2005, le premier rapport qui proposait des choses en la matière, pour ceux qui en ont la mémoire ou qui sont les plus anciens dans cette salle, et en particulier d'une construction qui donnait la main à un GCS, en l'occurrence à la place du secteur, et qui serait le pilote de l'offre de soins et de services sur un territoire. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a le rapport de Michel Lafourcade, dont on n'a pas fait grand-chose, si ce n'est rien du tout, et notamment du côté des politiques publiques, puisqu'on n'a pas exploité le filon du panier de soins, de services et d'accompagnement, parce que je pense que si on aborde la question sous cet angle-là, et on revient à la question des besoins des personnes et à la façon de les satisfaire, à un moment donné, on voit bien qu'on est toujours en défaut d'un mode de coordination ou d'intégration, de co-intégration des acteurs entre eux. Et on voit, je vais m'arrêter là, et moi c'était un des points que j'avais noté par rapport à ce matin. Bon, d'une part, ça appelle à beaucoup d'humilité. Quand on assiste à ce type d'intervention et type de colloque, je pense qu'on comprend aussi pourquoi on travaille en psychiatrie et dans le champ de la santé mentale. Et ça, c'est plus personnel peut-être, mais peut-être le partagez-vous. Et puis, de se dire qu'effectivement, on a abordé, notamment dans le début de la matinée, des parties constituantes, des points sur lesquels il faut qu'on continue de progresser, alors même, comme le disait Nicolas, que tout est sur étagère et tout est à portée, mais de se dire effectivement qu'est-ce qui bloque du côté des politiques publiques et qu'est-ce qui bloque du côté des acteurs,
et qui fait qu'au-delà de la question des inégalités qui sont réelles et qui parfois s'approfondissent, les choses ne se font pas. On ne travaille qu'assez peu, d'où l'interpellation à Magali, je la comprends tout à fait, sur ces questions-là, ou alors on s'y affronte par établissement. Et je pense que du côté des politiques publiques, et je m'arrêterai là, on n'a toujours pas, y compris les acteurs entre nous, avancé sur la solution, et les PTSM n'y répondent que très faiblement, à la question de savoir effectivement comment on peut rentrer dans un monde d'intégration de services et qui soit réellement centré sur les personnes concernées et sur leurs aidants, puisqu'aujourd'hui on continue quand même très largement à agir par institution, même si beaucoup d'institutions aujourd'hui font des choses différentes et les font très bien. Alors, Marie Koenig, une réaction. Juste pour revenir sur cette question de l'espoir, moi je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié ce travail. Alors effectivement c'est aussi ma culture en tant que chercheuse qualitative de partir des récits des personnes concernées. Et je crois, et c'était un peu le sens de notre propos ce matin aussi avec Juliette, qu'on peut vraiment penser, réfléchir aux écueils potentiels, notamment du concept de rétablissement ou de l'inclusion, tout en gardant espoir. Et justement en renforçant l'espoir. Notamment parce que c'est à partir du récit des personnes directement concernées qu'on va pouvoir renouveler et sans cesse dynamiser nos modèles d'accompagnement, et ça c'est quelque chose qu'évoquait Raphaël Bouloudnine, avec cette idée qu'il est important que le rétablissement ne soit pas phagocyté justement par la médecine. Et je crois qu'une des lignes éthiques, et Charles Gardou l'a évoqué aussi tout à l'heure, qui peut nous guider par rapport à cela, c'est vraiment de réussir à déconstruire possiblement les modèles catégorisants, y compris par exemple les modèles de rétablissement. Moi, à titre personnel, en tant que psychologue, je voulais témoigner du fait que j'ai changé ma pensée par rapport à ces questions-là, et notamment par rapport à mon travail de thèse, qui date d'il y a plusieurs années, où je pensais à partir de modèles de rétablissement subjectif. Et c'est au contact des personnes concernées, c'est au contact des médiateurs de santé père, c'est au contact de mes collègues travailleurs sociaux que j'ai pu repenser différemment et quelque part cheminer aussi dans mon propre parcours de rétablissement. Donc je voulais juste peut-être terminer sur cette idée que les mutations culturelles dont parlait Charles Gardou, on en est aussi responsable, nous, professionnels, notamment, et ça a été dit aussi par un intervenant ce matin, en s'autorisant à parler de nos propres savoirs d'expérience et de notre propre processus de transformation, notamment grâce à ce travail de partenariat avec nos collègues médiateurs de santé père. Voilà. Je crois que Nicolas Franck voulait réagir. Merci Marie. Non, je pense que ce n'est pas anecdotique, hein, cette précaution qu'on peut avoir de réserver le terme de rétablissement à un certain usage. Je crois qu'on se l'est beaucoup approprié du côté des professionnels de santé. Ça met en colère une partie des personnes concernées, je les comprends. Ce que je pense qu'on peut faire assez facilement, c'est dire, comme le font beaucoup d'acteurs dans différents pays, qu'on met en place des pratiques orientées vers l'établissement, c'est-à-dire favorables finalement au pouvoir de décision et d'action des personnes, et favorables à leur rétablissement, mais en aucun cas on ne peut décider du rétablissement. De toute façon, ça ne dépend pas seulement des soins, ça dépend de circonstances personnelles, extérieures, ça dépend de hasard de la vie. On ne peut en aucun cas prescrire le rétablissement. Donc utiliser le moins possible le mot rétablissement au sens large, mais le mettre dans un contexte, dire qu'on met en place des soins, par exemple des soins de réhabilitation psychosociale qui sont favorables au rétablissement, je trouve que c'est prudent, et rester humble d'un bout à l'autre, parce que de toute façon, même si on fait ça, on n'est pas sûr que la personne va se rétablir, on augmente un petit peu ses chances de se rétablir. Si on lui présente comme ça, ou beaucoup, selon qu'on est optimiste ou pessimiste, mais si on présente comme ça, c'est à la fois plus réaliste et plus respectueux. Donc je crois qu'il faut faire attention et avoir des précautions sémantiques dès qu'on parle de ces concepts. En tout cas, je commence tous les cours comme ça. Le rétablissement, c'est ça, c'est réservé aux personnes concernées. Nous, on fait de la réhabilitation psychosociale, c'est déjà pas mal.
Merci. Alors, on a une question dans la salle. Je ne sais pas si on a un micro ici. Je crois qu'il y a Aude Carrière qui voudrait intervenir. Merci Aude Carrière, donc directrice de Psycom. Merci de me passer la parole. Après une journée comme ça, ça tourbillonne dans la tête. Et effectivement, il y a des pistes d'espoir. Il y a parfois des positions qui nous disent ça va pas être si simple que ça. Après 20 ans à la tête de Psycom, j'ai passé l'étape de penser que mon boulot c'était un travail de Sisyphe, toujours recommencer. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de ça qui se dit ici. On en discutait avec Elisabeth ce matin. Ceux qui ont déjà 20 ans, 30 ans de recul, on a parfois l'impression de repasser par les mêmes débats, les mêmes inquiétudes, les mêmes obstacles, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu comme le rétablissement, en fait. C'est-à-dire on a l'impression de repasser, si on repasse jamais exactement dans le même chemin. C'est pas une question, c'était plutôt un témoignage. En fait, tout au fil de la journée, je m'interrogeais beaucoup sur cette notion de personnes concernées, parce que j'ai de plus en plus de mal à savoir ce que ça veut dire. Et je pense que sur les obstacles que vous avez évoqués, au changement des pratiques, il y a quelque chose au cœur de tout ça, et ce que nous renvoient aussi les médiateurs de santé PER, qui étaient innovants, qui ont commencé à prendre la parole il y a 10 ans en France, à dévoiler leur vulnérabilité. Je pense que ça ne pourra pas changer tant qu'on continuera à faire cette dichotomie entre les personnes dites concernées dont on ne sait pas bien à quoi ça correspond, les difficultés sémantiques à dire qu'est-ce que c'est qu'un patient, une patiente, un usager, une usagère, une personne concernée, enfin toutes ces litotes, cette manière de ne pas dire être humain. Et je pense que peut-être un des derniers obstacles, c'est pour sortir de cette pensée dichotomie qui nous habite toutes et tous, qui génère de la stigmatisation, qui entretient les discriminations, qui empêche de faire avancer le système. Le dernier obstacle, c'est peut-être le dévoilement des professionnels eux-mêmes, comme le disait Marie, par rapport à leur propre vulnérabilité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu en dévoilant mes problèmes de santé mentale l'année dernière, que finalement, il n'y a pas de frontière. Voilà, cette frontière qu'on essaye à tout prix de maintenir, de tracer, etc., elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et tant qu'on n'a pas compris ça, en fait, on ne peut pas concevoir un soin et un accompagnement respectueux de l'autre. Tant qu'on n'a pas compris qu'on est tous des êtres humains et que c'est notre humanité qui nous lie, on continuera à exclure. Voilà, donc il y a un travail à faire là-dessus. Aude, je te remercie d'insister sur ton travail et de te remettre à la tâche. La rechute fait partie du rétablissement. Merci de te relever à chaque fois parce que ton travail il est précieux pour nous. Et je suis d'accord avec ce problème de dichotomie. Quand je suis arrivée dans mon service, très vite on m'a dit mais Juliette, tu représentes la maladie mentale, tu fais rentrer la maladie en salle de pause. Les soignants ne peuvent plus dire ce qu'ils veulent. Et effectivement, on travaille encore avec des personnes qui sont confortables dans cette séparation entre les personnes qui ont des troubles psychiques et les personnes qui, nous, de notre position, nous semblent parfaites, sans problème, qui viennent, comme on disait ce matin, en Mercedes-Benz et qui sont du coup dans un autre monde. Et effectivement, ça nous met dans une position où on a un regard qui est biaisé parce qu'on sépare des personnes et que si on s'arrêtait juste à « j'accompagne une personne, je travaille avec des personnes » et si on s'arrêtait peut-être à « personne », on aurait une autre approche
et on déclinerait d'autres formes d'accompagnement et de soins, et sûrement des choses plus justes et plus humaines. Et effectivement, le dévoilement des professionnels de santé, c'est pas du tout ce qu'ils ont appris à l'école. La distance thérapeutique, Juliette. Mais en fait, je vous rassure, hein, aucune personne que j'ai accompagnée n'a utilisé ce que j'ai raconté de ma vie contre moi, ou en a parlé à un autre, etc. Il y a un profond respect du dévoilement de soi, parce que nous, on est obligés. Moi, j'ai raconté à un psychiatre de liaison, et puis j'ai raconté à des infirmiers, et puis j'ai raconté à l'officier de police judiciaire, et puis j'ai raconté au CMP, et puis j'ai raconté à la psychologue. Moi, ma vie, je l'ai racontée à je ne sais pas combien de personnes. Donc, quand quelqu'un en face de moi, un professionnel, me dit un tout petit élément de sa vie, je comprends que c'est précieux, et je comprends que je ne vais pas le diffuser à n'importe qui. Donc, évidemment, je ne peux que aller dans ton sens sur le fait de ne plus séparer les mondes. Et trop souvent, nous, les médiateurs santé-pairs, on représente le trait d'union entre deux mondes qui devraient être qu'un seul monde. Merci beaucoup. Un grand merci. Du coup, moi, je me permets de rebondir et de réagir. Alors, ce que vous dites là de notre... je me présente du coup, je suis directrice générale d'une association de santé mentale qui travaille aussi dans le champ du handicap. Ce qui est très compliqué à poser la question de cette manière-là, pour moi en tout cas, c'est toujours la manière dont on va du coup après se donner les moyens d'accompagner les personnes qui sont les plus en difficulté. Donc c'est complexe d'arriver à dire sa propre vulnérabilité, notre fragilité. Je pense que tous les professionnels ont cette fragilité. En tant qu'employeur, en tant que directrice générale, moi je suis quelquefois mise en échec aussi par les troubles psychiques de certains professionnels qu'on n'arrive pas à accompagner dans les organisations. Quand bien même on fait de l'emploi accompagné, quand bien même... Tout ça, on est dans le mouvement. Donc ce sont vraiment des questions extrêmement complexes, extrêmement intéressantes, et je pense qu'on gagnerait tous à exprimer cette vulnérabilité qu'on ressent. Et puis j'ai envie de réagir aussi à ce que disait Pascal Mariotti tout à l'heure, pour dire qu'il faut qu'on arrête de dire la personne au centre. Moi j'ai envie de dire ça quand même, il faut qu'on soit avec. Et c'est le avec qui est vraiment encore à construire. Et on a beaucoup de travail, et je trouve que dans ce rapport que vous nous avez offert, Philippe, Magali, je me permets d'appeler tout le monde par son prénom, j'ai pas la mémoire des noms, c'est une catastrophe pour moi. Voilà, ça nous donne des pistes en fait. Moi je trouve des leviers là. Ça fait quelques années que dans notre association on dit on veut travailler avec les personnes. J'avais envie de vous poser cette question-là, est-ce que le problème de fond, c'est pas l'implication dans la gouvernance quand même ? On en parlait tout à l'heure avec Olivier. Est-ce qu'on doit penser des groupes de personnes concernées qui sont des groupes avec lesquels on va se concerter, où on soit dire non, dans notre gouvernance, dès les premiers jours, dès les premiers moments où on pense pouvoir organiser quelque chose, il faut qu'effectivement on ait la participation des personnes pour nous dire oui, on est sur le bon chemin, non, on n'y est pas, qu'est-ce qu'on fait ensemble, on essaie des trucs, on les essaie pas. Ben voilà, j'ai envie aussi de vous entendre sur ces questions-là et sur comment on accompagne effectivement les situations les plus complexes. Complexes parce qu'on a écouté ce que veulent les personnes et qui ne correspond peut-être pas au cadre qu'on a proposé. Et donc dans ce cas-là, qui nous invite quand même à nous remettre en question profondément. Ce n'est pas complètement un cadeau, mais... non, mais en fait, je l'avais mis dans mes notes tout à l'heure. Moi, dans le message d'espoir, c'est que je trouve très sympa d'être directeur du Vinatier. On a quand même quelques avantages concurrentiels et des cordes à notre arc dont je conçois que tout le monde ne les a pas spontanément. Et avant de répondre à ta question, je vais juste insister sur 2 points, mais je ne l'oublie pas parce que je vais y revenir. Ma voisine, elle a été la seule subrepticement à évoquer un point que j'entends plus souvent dans la bouche des pères aidants et des patients rétablis que je l'entends dans la bouche des professionnels. Et c'est porteur de messages d'espoir parce que c'est une partie de ce qui fait notre discipline et qui la fera encore plus demain. C'est qu'à aucun moment aujourd'hui, on a parlé de recherche et d'innovation. Ce n'est pas tout à fait le thème, admettrez-vous. Mais quand on porte un message d'espoir, et c'est eux qui le disent,
et rarement les professionnels, la question effectivement des progrès de la recherche et de l'innovation et en quoi ça peut améliorer les soins, l'individualisation des soins, des approches plus ciblées sur les pathologies, je n'irai pas jusqu'à me hasarder sur la médecine de précision, ce sont les mots des autres, mais c'est eux qui nous en parlent, alors que nous, on a plutôt tendance à se désespérer. Juste pour l'évoquer, parce que je ne voulais pas l'oublier, c'est important, ce que nous renvoient aussi les médiateurs, les pairs et les patients rétablis de façon générale sur l'espoir qui est le leur, que le rétablissement comporte aussi des horizons de dépassement, en quelque sorte. Je m'arrêterai là. Sur la question que tu poses, alors je ne l'évoquerai pas demain très directement, il y a deux éléments, me semble-t-il. Le premier élément, c'est comment on passe des paradigmes du rétablissement avec tout ce que ça exige en termes d'attente pour nos institutions, et jusqu'à la participation des personnes concernées ou des patients à la production de soins, parce que la question, elle se pose d'ores et déjà, et je pense qu'elle se posera de plus en plus, des aidants y compris, et comment effectivement on passe d'une dimension, oui, compris depuis les directions, on considère que c'est jamais qu'un problème ou une question de modèle d'offre de soins, d'organisation des soins, à quelque chose qui fait retour sur l'ensemble de l'institution. Alors là, on commence à s'y hasarder au vinatier, j'en parlerai relativement peu, à travers les concepts. Faut mettre des choses derrière les mots, évidemment, ça peut paraître un peu ronflant, un peu marketing, de ce qu'on appelle l'expérience patient. Alors, le terme est assez rebutant dit comme ça, mais quand on commence à explorer et à voir ce que ça suppose, on se dit, tiens, le fait qu'au vinatier, le vice-président du conseil de surveillance ou la vice-présidente soit une personne concernée, c'est un progrès, mais ce n'est pas suffisant. Le fait qu'on imagine qu'au directoire, il y ait un représentant des personnes concernées ou un représentant des familles, jusque-là, ils ont refusé. Preuve là aussi qu'il y a des frontières à casser ou à passer. C'est une hypothèse, et c'est resté pour l'instant au stade d'hypothèse. Mais quand effectivement on commence, y compris dans les fonctions qui sont les miennes, je vois Delphine Jacques là quelque part, on en parlait pas plus tard qu'hier, à se dire comment, en tant qu'équipe de direction, en tant que directoire, en tant que responsable de pôle, responsable de service, et je pourrais vous donner plein d'exemples qui actuellement remuent les tripes de l'établissement, et qui sont, ces exemples-là, révélateurs aussi des choses que nous tous, autant qu'on est professionnels de tous bords, et pas uniquement médecins, soignants, socio-éducatifs, nous avons à dépasser. Mais effectivement, aller chercher loin ces concepts-là et se dire que demain, y compris l'organisation, le fonctionnement même de l'hôpital et de nos institutions ne pourra plus être le même, et qu'il faut qu'on se dise, nous aussi, responsables d'institutions, gouvernance des institutions, qu'on ne passera pas à côté du sujet, il faut absolument le mettre au travail. Et puis un point de conclusion me concernant, parce que je ne vais pas reprendre la parole après, et en écho à ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai un autre avantage concurrentiel, c'est que le premier poste de direction que je prends à Saint-Égrève, je tombe sur Elisabeth Giraud-Barrault, qui évidemment me parle de rétablissement et surtout de réhabilitation à l'époque, elle l'a dit elle-même. Le discours n'est plus exactement le même aujourd'hui. On a tous évolué, on a tous progressé. Et comme le dit Aude, je crois que si on est là, c'est qu'on fait preuve d'opiniâtreté, de ténacité et de militantisme. Autrement, on n'est pas là. Et donc, pour revenir à Elisabeth, à l'époque, la réhabilitation, c'était un service à part. On en a encore parlé à Angers l'autre jour. Il faut lever ces ambiguïtés. C'était une unité d'hospitalisation, c'était un bâtiment. Il a été détruit depuis, parce que la reconstruction de l'hôpital passait par là. Après, je tombe dans les filets de Nicolas Franck, que je voyais déjà pour partie à distance. Donc, en ce sens, on ne peut que baigner dans des questions de rétablissement, de réhabilitation, de remédiation cognitive. Ça fait du bien, ça donne un sens, y compris à nos fonctions. Et à l'idée qu'on est opérateur de santé, tous autant qu'on est, ou opérateur d'accompagnement, et qu'on n'est pas là uniquement pour faire de la gestion. Cela étant, et pour ne pas alourdir le propos, je pense qu'entre la réalité que j'ai pu connaître il y a 15 ans, y compris sur un établissement qui faisait des choses en la matière, de constater que 15 ans plus tard, d'autres établissements en sont encore là, avec un service de réhabilitation qui est à part, qui est considéré comme, qui est plutôt d'ailleurs centré sur l'hôpital,
qui est considérée par tous les autres comme mangeant, alors qu'elles sont toutes limitées, les ressources du reste de la psychiatrie, on voit que la question qu'on a derrière nous, et je pense que c'est ce qu'on va évoquer demain avec Nicolas et Céline Descamps, c'est de se dire que ce qu'on a présenté tout au long de la journée et ce dont on discute et dont je pense, si on est là, dont on est tous convaincus, c'est que ceci doit devenir le modèle de base de l'ensemble de la psychiatrie générale, y compris des enfants pour une bonne partie, au moins des adolescents, des adultes et des personnes âgées de nos institutions. Et que cette ambiguïté, il faut la lever. C'est pour moi une première affirmation. Deuxième affirmation, c'est qu'en 15 ans, là où ça a bougé, les choses ont énormément bougé et qu'on ne parle plus des mêmes choses. Est-ce qu'il y a même 5 ans, on aurait imaginé discuter, y compris à Santé Mentale France, de ces sujets-là et uniquement de ces sujets-là, et d'en faire un terme complet de congrès, mais en se disant comment se fait-il qu'on ne le met pas en place plus avant ? Là aussi, les choses ont beaucoup progressé. Troisième exemple, d'aucuns l'ont entendu, Nicolas Franck intervient un jour en salle Larocque sur une journée qui était dédiée à la pérédance. Nicolas dit, je le connaissais déjà depuis quelques temps, j'étais déjà au Vinatier, en 2017, j'ai fait une première consultation avec un médiateur père ou un père aidant, et ça a changé complètement ma pratique professionnelle. Et depuis, il en a 14 ou 15 dans son pôle. Bon, donc, on voit bien que les choses, je le répète, elles sont sur étagère, elles sont sur la table. Et moi, mon propos de conclusion, si c'est un message d'espoir, c'est que les politiques publiques étant ce qu'elles sont, même si on en a besoin, on ne va pas dire les choses et les esquiver, même si évidemment on a de multiples points de blocage, je tentais de dire, mais, et notamment ça s'adresse aux gouvernances pour celles ici présentes, faites-le dans vos établissements. Ce n'est pas merveilleux au Vinatier, on l'a fait, ça marche, on va essayer de vous le présenter demain. Personne ne nous a demandé de compte, personne ne nous l'a interdit, personne ne nous en blâme, et aujourd'hui on nous en félicite plutôt, y compris en comparaison des difficultés qui sont celles d'autres établissements, parce que je maintiens que les difficultés d'autres établissements ne doivent pas faire motif à l'immobilisme, elles sont aussi la conséquence de ce qui n'a pas bougé jusque-là. Donc nous n'avons pas de choix, même si, comme vous l'avez les uns et les autres souligné, on est tous d'accord, c'est plus difficile qu'avant, parce qu'on a tous des tensions et difficultés sur les effectifs. Mais cela étant, je pose encore la question, qu'est-ce qui nous empêche réellement de le faire ? Ça ne résout pas la question de l'inter-institutionnel, mais au sein de nos institutions, personne ne nous interdit de le faire. Ceci est à notre portée. Faut-il que les gouvernances le veuillent ? Et ça, effectivement, il y a quelques conditions à cela. Merci. Donc, on est passé des enseignements au message d'espoir. Alors, y a-t-il un dernier message d'espoir avant qu'on passe à la clôture de cette séquence et de cette journée ? Un espoir. Le Centre Ressources de réhabilitation psychosociale a conduit une enquête sur l'enseignement de la réhabilitation psychosociale et des principes du rétablissement en France, et 90% environ des subdivisions abordent ça de manière tout à fait correcte. Donc, en psychiatrie, on peut penser que tous les futurs psychiatres à peu près sont formés correctement à ça. Reste à faire la même chose sur les infirmiers, les éducateurs, les psychologues. Mais une partie est faite pour les médecins. C'est un message d'espoir quand même. Bien. Merci beaucoup. Un dernier mot ? Non ? Pas de regrets dans la salle ? Très bien. Donc on va clore cette journée. Merci à tous de votre participation. On se retrouve demain matin à 9h pour le démarrage de la journée. N'oubliez pas votre petit badge.